m'appelle Hélène Filière, je suis comédienne et réalisatrice. J'ai réalisé 2 longs métrages de cinéma et maintenant je me lance un peu dans le documentaire. On a une forme de déséquilibre des artistes que peut-être ceux qui ne se considèrent pas comme des artistes n'ont pas. Une fragilité, oui, une forme de déséquilibre qui fait qu'on cherche à exprimer ce petit chaos intérieur via un geste artistique, un point de vue, une émotion, plutôt quelque chose de structuré. On cherche en permanence un moteur, un carburant, et on fait confiance à notre désir, mais celui-ci, comme je dis, il vacille, il n'est pas très clair et pas très heureusement organisé, mais disons que on fait, voilà, notre carburant, je pense, c'est notre désir. À ce titre, j'ai une citation de la personne dont j'ai fait le portrait, qui est Philippe Madec, qui est un architecte, et qui fait, lui, la différence entre l'architecte et l'artiste. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit que l'architecture est une conscience qui met en œuvre la matière pour que la vie ait lieu, que l'architecte poursuit un projet collectif de la conscience. Ce n'est pas vrai de l'artiste. Si le talent et le désir de l'artiste suffisent à légitimer l'œuvre d'art, le talent et le désir de l'architecte ne suffisent pas à légitimer l'architecture. Et il poursuit en expliquant qu'il y a forcément une loi qui oblige et qui légitime le travail d'architecte, qui est la loi de l'équilibre des matières et des structures. Lui, ça fait plus de 30 ans qu'il se bat pour l'éco-responsabilité et pour une architecture qui respecte l'environnement, qui soit ce qu'on appelle une architecture basse et souple et zéro énergie. Donc ce qui me touche, c'est bien sûr son engagement et l'effort qu'il fait en tant que citoyen et qu'être humain et en tant qu'artiste pour construire des bâtiments à la fois durables et qui soient beaux et qui respectent l'environnement et qui font que la vie en communauté se passe mieux. Il y a des centaines d'exemples, enfin des centaines de réalisations qu'il a pu faire où il rend la vie meilleure pour ses concitoyens. C'est un architecte sensible. D'ailleurs, c'est un architecte, mais c'est aussi un écrivain. Il écrit des livres de poésie, donc il est exactement à la frontière qui me plaît moi beaucoup de l'équilibre et du déséquilibre, j'allais dire. La surexploitation de la terre que l'on fait, c'est toujours et malheureusement une surexploitation de la terre par les hommes et une surexploitation de l'homme par l'homme. Cette situation-là, catastrophique, génère le changement climatique que l'on a vu tout à l'heure et amène à ce genre d'image. Donc ici, on est dans les Philippines, dévastées en 2013. L'année dernière, à nouveau dévastée. La température de la mer de Chine avait dépassé 25 degrés. Et tout ça, c'est en architecte que je vous dis ça. Je ne suis pas un gourou, je n'essaie pas de montrer des manières de faire. Je suis juste architecte en train de parler d'architecture. Parce que tout ça est lié à une surexploitation et une utilisation particulière de matière qui fait que les guerres contemporaines sont grosso modo toutes liées à la maîtrise de la ressource. L'énergie, l'eau, les terres rares, etc. etc. Et donc, quand Lafarge se trouve en situation de donner de l'argent à Daesh, en Irak, finalement, cette situation-là, est-ce que nous en sommes pas, nous aussi, un peu responsables? Parce que finalement, si on arrêtait la monoculture du béton, peut-être qu'il n'y aurait pas autant d'usines, enfin, en tout cas de carrières pour essayer d'extraire du phosphate. Donc voilà, il faut se souvenir de nos responsabilités dans cette histoire de telle façon de les faire changer.
Pourquoi est-ce que l'on fait ça? J'ai parlé de nos responsabilités, mais aussi parce que le temps presse. Le temps presse parce qu'on est de plus en plus nombreux. Le temps presse parce qu'on est de plus en plus nombreux dans une terre dont on sait qu'elle est finie. En 1931, Paul Valéry, dans un magnifique livre qui s'appelle « Regard sur le monde actuel », écrivait, en 1931, écrit « Le temps du monde fini commence ». 30 ans plus tard, le Club de Rome demande au MIT de faire un rapport sur l'état de la planète. Donc, le rapport Meadows dit très clairement il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une Terre finie sans dommages écologiques majeurs. Nous y sommes donc dans cette situation. C'est quoi ton programme aujourd'hui? En fait, je reste à l'atelier la matinée et jusqu'au milieu de l'après-midi. Et en fin d'après-midi, j'ai un rendez-vous à la mairie de Paris pour présenter le projet qu'on vient de remporter là, pour la maison des réfugiés et la médiathèque dans le 20e. Et ce matin, je présente un projet à un client, une petite maison dans le sud. On change les échelles. Et tu penses que ça va lui plaire au client? On va voir, c'est la première fois qu'il va découvrir ce qu'il a souhaité, j'espère, ce qu'il a souhaité. Donc, un lit, une table, un poêle à bois, un lavabo, une douche, un WC et un placard. D'accord, très bien. Avec un travail sur la toiture qui est un travail qui permet d'intégrer des panneaux solaires sans qu'on les voie, ou en les voyant un peu moins, et qui permet aussi de récupérer de l'eau de pluie. Mais ça, on ira un peu plus loin. Enfin bref, il y a un jeu là-dedans qui est, et si on faisait de ce petit bâtiment un bâtiment totalement autonome? C'est-à-dire que tu ne viens pas tirer de canalisation jusque là-haut. C'est ça. On ne vient pas amener de gaine électrique. C'est pas résolu, c'est juste une question. Tu ne peux pas faire une démarche théorique ou une démarche d'aventure et d'innovation si tu n'as pas clarifié ta pensée. Yes. Il faut que ce soit les bons mots pour dire les choses compréhensibles par tous. Et ce travail-là d'assemblage et de recherche, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime la poésie, je pense, hein, parce que la poésie réduit encore les textes, ramène encore plus les textes aux mots et au rapprochement des mots. Et sans qu'il n'y a pas mieux. Donc c'est important. J'ai été voir l'exposition Miro ce week-end. Ah, je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est magnifique. Certainement. Ouais. Ouais. Et justement, il a une façon de parler de son travail qui se rapproche de ce que tu es en train de dire. Miro raconte des choses incroyables sur le fait qu'il faut qu'il soit à même de se représenter son œuvre mentalement pour pouvoir la commencer. C'est-à-dire qu'il a presque terminé son œuvre mentalement avant de la projeter sur une toile. Et en fait, ce temps nécessaire à la projection de l'idée, c'est quelque chose que j'ai davantage pour l'écriture que pour l'architecture. En fait, dans l'architecture, en général, ça part du lieu. Tu vois. Il se passe quelque chose quand tu vas dans le lieu et hop, ça émerge. C'est pas une chose mentale, l'architecture, c'est extrêmement physique, matériel, incorporé. Bien sûr, ça passe par le mental, mais c'est pas comme l'écriture ou le dessin.
sais pas si tu te souviens, quand on était dans la maison du projet, là, je t'avais parlé de ces tapis de plafond. Ces tapis de plafond inspirés des sculptures et des dessins de Sol Lewitt. Plan horizontal et là on est de l'ordre du joint creux comme le canon. Et peut-être le joint creux est ici. Le plus important. Ouais, plus important. Et puis là on est juste dans un changement de direction. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Je vous dis ça. Je te reprends ça tout à l'heure. Oui. Ok. En fait, le projet de la place des Fêtes, la médiathèque et la maison des réfugiés, c'est une réhabilitation de structures en béton qui existent et qu'on a cherché à garder. Parce que moi, tu fais de déchets musées et qu'on réhabilite de façon très radicale pour retrouver le caractère systématique des bâtiments anciens. Mais entre les deux, on vient ajouter un élément qui fait lien, qui est lui en bois. Donc tout ce qui existe en béton, tout ce qu'on ajoute est en bois. Et on essaie de trouver une façon d'entrer dans cette histoire. Quand je dis entrer dans cette histoire, c'est finalement dans le récit que le bâtiment porte en lui. On essaie d'entrer avec un peu de souffle. Et du coup, là, je vérifie les largeurs du hall. Et j'essaie de voir comment on peut accéder à un espace de coworking qui est au premier étage, qui n'a pas besoin d'être desservi par un escalier empoisonné pour des raisons de sécurité, qui pourrait vraiment profiter de cette aisance spatiale. Et voilà, on est en train juste de voir comment y arriver. C'est juste des choix stratégiques sur à la fois l'usage, la qualité de l'espace, la qualité de la lumière, la protection solaire, le climat, mais toujours l'usage. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et donc voilà. Pour l'instant, ça me semble être un peu bas de plafond à l'entrée, alors qu'il faut qu'on ait du souffle, qu'on ait envie de monter dans cet espace interstitiel, ce qu'on appelle le lien entre les différentes parties. Et donc voilà, on cherche. On cherche. Donc voilà ce que ça peut devenir. C'est-à-dire qu'il suffit, dans cette structure extrêmement régulière, extrêmement industrialisée, de venir découper certains planchers, et vous voyez, la double hauteur arrive. Bien sûr, on voit partout la grande régularité de cette structure en béton, mais d'une certaine manière, elle est révélée, et elle révèle aussi sa capacité finalement d'apport de lumière. Donc le béton est là, on n'en rajoute pas un gramme, et tout ce que nous faisons, tout ce que nous ajoutons, si tu as ce volume-là, qui fait le lien entre les parties, il est en bois, en terre, en matériaux biosourcés, donc que les choses de ce siècle-ci. Et on réutilise les éléments que l'on déconstruit dans le bâtiment, on réutilise pour faire des traitements de sol. On est bon jardinier. Voilà. La question du paysage, c'est savoir réutiliser les ressources en place. Et là, pour le coup, tous les éléments de matériaux de déconstruction, on essaie de s'en servir au mieux. Donc là, aujourd'hui, le pari qu'on fait, c'est de pouvoir réutiliser les dalles du plancher intérieur à l'extérieur,
J'espère qu'on va y arriver, c'est un objectif, logiquement tout est calpiné pour que ça marche. Alors voilà, on part là-dessus, sinon on travaillera aussi sur du concassé, c'est-à-dire qu'on peut aussi concasser cette matière pour s'en servir pour les espaces plantés, pour les structures de sol, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Puis on y ajoute de la ventilation naturelle pour ne pas avoir de grands moteurs, tu vois, qui consomment de l'énergie. On joue avec le soleil de telle manière de gagner l'énergie du soleil. On met quelques panneaux photovoltaïques. Là, c'est la part la plus high-tech, la plus technologique. On rajoute des panneaux photovoltaïques pour que toute l'énergie nécessaire au fonctionnement du bâtiment vienne du bâtiment lui-même. La Terre, on aime bien la toucher, puisque la Terre règle les problèmes d'hygrométrie, de température, une espèce de grande fraternité entre l'homme et la Terre. On le met ici à l'espace du lien. Donc douceur de cette intervention qui renvoie à une douceur de réalisation de chantier. Ce chantier, comme toutes les décisions qui sont prises avant, sera un chantier vert, c'est-à-dire que ce sera un chantier où on ne détruira quasiment pas de béton, donc pas de problème de pollution et sonore et aérienne, parce qu'il n'y aura pas de poussière qui va être rejetée. Tout ça, c'est une famille de pensée. Mais moi, je peux dire quelque chose à Hélène là-dessus, parce que moi, il y a toujours un trauma dans l'origine d'une expérience, hein, c'est quelque chose qui te marque. Et moi, avant effectivement cette rencontre avec Yana et le projet qui est sorti, il y a 15 ans, moi, je me suis trouvée, parce que j'étais déjà dans les milieux, tu sais, j'avais fait cette expo sur le Vorarlberg, dans les milieux du développement durable, je me suis retrouvée dans une réunion à Batimat, des grandes revues d'architecture européenne. Et quelqu'un dit, il faut faire quelque chose sur le développement durable. Et le rédacteur en chef d'une revue italienne, enfin d'une grande revue, dit c'est pas compliqué, on réunit les plus grands architectes du monde, on leur demande et on aura la solution. Et moi j'ai fait un incident diplomatique. J'ai dit non, il faut réunir, fussent-ils inconnus, les gens qui travaillent là-dessus depuis 20 ans, depuis 30 ans, fussent-ils inconnus. Je n'ai rien contre le top 10 mondial. Mais il faut réunir les gens qui savent de quoi ils parlent. On réunit, on cherche où ils sont, on les cherche. Et donc cette idée que pour trouver les solutions dans l'architecture durable, il fallait réunir ceux qu'on connaît, c'était vraiment, je cherche la clé là où je suis dans ma zone de confort. L'innovation est jamais on connaît déjà. Bah oui, voilà, l'innovation elle n'est jamais là où on pense qu'elle est. Il fallait aller chercher. Et ça, c'est autrement plus difficile. C'est facile de consacrer. Hein. Le problème, c'est de soutenir quelqu'un qui émerge. Ça, c'est une autre chanson. Franchement. Et lui donner des forces. Et lui donner des forces et les faire en sorte qu'ils prennent la parole. Un écran et donner une espèce de regroupement où on s'échange la pensée, l'enseignement. La force du duo, là, hein. C'est magique. Hein. Non, c'est bien, on s'amuse bien. Oui, mais... Et maintenant, avec Philippe, on écrit ensemble, on enseigne ensemble, on recherche ensemble. Tu vois, à l'heure actuelle, on dit que la lutte contre le climat, enfin pour le climat, est portée par essentiellement de jeunes adolescents. En fait, le monde de l'éco-responsabilité est extrêmement porté par des femmes, et pas depuis hier, mais vraiment depuis beaucoup plus longtemps. Bon, moi j'ai une hypothèse qui est peut-être une hypothèse. Oui, ça m'intéresse parce que moi je suis toujours un peu mal à l'aise là-dessus, hein, mais vas-y. C'est peut-être une hypothèse un peu facile, mais j'ai aussi beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Et j'enseigne l'éco-responsabilité. Ouais. Et en fait, tout ce travail sur l'écologie, c'est un travail sur le vivant. C'est bizarre, moi j'ai beaucoup d'étudiants hommes. Ça m'étonne. Tiens, c'est moitié-moitié. Oui, bah écoute, mon hypothèse n'est peut-être pas bonne, mais en tout cas, c'est la question du vivant. Voilà. Pour nos amis architectes du Sud, qu'on a rencontrés grâce au Global Award aussi, et qui lient beaucoup l'engagement, la transition écologique avec poursuivre l'émancipation sociale. Hein, poursuivre quand même l'équité sociale. Il y a aussi le fait que donc à ce moment-là, la dimension écologique, c'est lié à cette volonté d'émancipation. Et c'est vrai que les femmes, c'est quand même encore une minorité politique. Donc l'architecture comme un moyen d'émancipation, ça reste pour la minorité que nous sommes, même si nous sommes majoritairement... Qui est le bel héritage des modernes. En fait, oui, paradoxalement. Oui. Les mots qu'on utilise ont déjà changé. Tu vois, au XXe siècle, au XIXe, on utilisait beaucoup les mots qui finissaient par isme.
Donc modernisme, postmodernisme, structuralisme, déconstructivisme, bolidisme, vitalisme, enfin, tu vois, qui marquent des esprits de système. C'est-à-dire que tu crées un système, donc une réponse unique, quoi. Tu crées un système et tu t'engages avec ce système. Ceux qui ne sont pas dans le système sont contre le système. Ça devient des logiques plutôt de conflit, alors qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça, on dit éco-responsable, durable, équitable, enviable, vivable. Et en fait, tu vois, les ismes ont été remplacés par des hables, et si isme dit esprit de système, hable, c'est la possibilité d'être. Et en fait, la possibilité d'être change tout, quoi. Toute notre ambition est liée à ça, quoi. La possibilité de continuer à être, la possibilité d'être. Moi, j'ai pas fait une proposition, mais je l'ai écrit. Parce que c'est quitte à chercher un mot, il y a eu des mots, hein, il y a eu la Renaissance, tu vois, il y a eu le modernisme. Et je me demande si notre époque ne pourrait pas être caractérisée par la présence. Comment est-on au monde? Comment est-on sur Terre? Apprenons à être présents à nous-mêmes et à la Terre, ça pourrait être de la présence. Le monde qui s'ouvre à nous. Et voilà, ça n'est qu'une hypothèse d'un architecte. La sobriété, expression de ce qui est la contrepartie indissociable de notre liberté. Se mettre hors la loi, hors des sentiers battus, notre responsabilité en tant qu'être humain. Faire un pas de côté, celle qui nous impose de tout faire pour laisser une planète en état. Tester des solutions innovantes, prendre des risques. Qui contre qui? Empiriquement, ce que je trouve compliqué, c'est que justement on est face à une complexité, et que cette complexité-là, finalement, y compris certains groupes qu'on a en face de nous, n'arrivent pas spécialement à l'appréhender. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la complexité, bien souvent, en tant qu'archi, si on rentre dedans, on est plutôt en situation défavorable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait bien que si ça ne fonctionne pas, c'est pas nous qui allons avoir le Terre, pas que. Terre. L'aide de bois aussi. Travailler dans sa commune et recréer un rapport de force. On voit émerger aussi des solutions de C'est l'heure du 3e set. Voilà. Notre rôle, c'est d'apaiser les peurs, tu vois, c'est de faire en sorte que toutes les angoisses, et c'est normal qu'il y en ait, hein. Chaque fois que quelque chose change, il y a une peur du changement, chez les élus comme chez les citoyens. Notre travail, c'est de rasséréner l'histoire, de ralentir les choses, de poser, et surtout pas d'ajouter du stress à un stress, mais bien de faire l'inverse, quoi. J'aime bien l'idée d'apaiser les peurs. Je trouve ça un bon travail, un bon objet du travail pour l'urbaniste. Et quand tu réussis à apaiser les peurs, tu vas loin. Vous allez trouver partout dans le jardin. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.